Donc, pour commencer, on va vous donner quelques chiffres, hein. En fait, on dort en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Je vais te laisser prendre change les. Ben non, c'est pour ça que je vais te laisser prendre la main. Comme ça, c'est toi. Voilà, donc chez 56% des Français, les problèmes de sommeil occasionnent au moins une nuisance dans le cadre professionnel. 8% ont été absents au moins une fois au travail au cours des 12 derniers mois en raison de troubles du sommeil. 19% des salariés reconnaissent qu'ils s'assoupissent ou s'endorment au travail selon l'Institut du sommeil et de la vigilance, hein, qui est l'INSV, et 13% ont conduit en manque de sommeil ou en état de somnolence dans le cadre de leur activité professionnelle et ont risqué l'accident. Il y a à peu près 750 morts par an liées à l'endormissement au volant. 37% estiment que les horaires et rythmes de travail perturbent le rythme de sommeil. Donc, on va vous expliquer pourquoi le sommeil est important, comment fonctionne le sommeil, avec bien sûr quelques conseils pour améliorer vos nuits. Et puis, quelques pathologies qui sont liées aux problèmes de sommeil. Alors, donc le sommeil, ça a plusieurs vertus. Donc, dormir, c'est indispensable déjà pour le contrôle de sa glycémie, de son appétit et du coup, plus généralement, de son poids. Et puis, ça améliore tout ce qui est physique et mental. En fait, pendant que vous dormez, il y a une production d'une hormone, la leptine, qui fait disparaître cette sensation de faim. Donc forcément, plus vous allez rester éveillé, donc plus vous allez avoir de temps disponible, notamment pour manger. L'insomnie, ça provoque aussi une fatigue. Et du coup, quand on est fatigué, on a moins bien envie de faire du sport et plutôt de grignoter. Et bien dormir, ça diminue aussi tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire, donc notamment tout ce qui est hypertension, problèmes cardiaques en général. Alors, le sommeil, c'est une fonction vitale pour l'organisme. En fait, il a un rôle de régulateur et aussi de réparateur. C'est-à-dire que quand on va dormir, on va mieux récupérer tout ce qui est capacité de mémorisation et de concentration. Ça va améliorer tout ce qui est vigilance et performance. On va récupérer physiquement. Ça va aussi être un régulateur pour l'humeur. Donc, meilleure récupération physique, comme je le disais, notamment des muscles et au niveau des os pour l'adulte. Et ça renforce notre système immunitaire, ce qui est plutôt pas mal en cette période infectieuse. Alors, le sommeil, comment ça marche ? Souvent, on l'imagine par un train. En fait, vous avez un train, ça correspond à un cycle de sommeil. Et dans ce cycle de sommeil, vous avez plusieurs wagons. Alors, la locomotive, c'est vraiment la phase d'endormissement. Donc, c'est la phase où on va bâiller, les idées commencent un peu à se brouiller. Puis ensuite, on rentre dans la phase de sommeil lent, léger. C'est-à-dire qu'en fait, on continue à entendre, on comprend, mais on commence à plus pouvoir agir. Ensuite vient la phase de sommeil lent profond. Donc là, souvent, on commence à plus trop entendre. Et après, vous avez la phase de sommeil paradoxal et c'est souvent la phase des rêves. Et après, on enclenche quelques minutes, une phase de latence en fait. Et on ne s'en rend pas compte quand on a des nuits complètes, mais on a des micro-réveils qui en fait nous font prendre un autre cycle. Donc on se réveille, donc ça va être la phase où voilà, soit vous vous réveillez le matin parce que votre cycle est terminé, soit en fait vous renchaînez un nouveau train. Et c'est souvent là où les gens nous disent mais j'ai des réveils nocturnes, c'est souvent à cette phase-là, sachant qu'en moyenne l'endormissement, ça dure une vingtaine de minutes. C'est vrai que si ça va au-delà, il faut commencer à se poser des questions sur pourquoi on a du mal à s'endormir. Et donc, un cycle de sommeil, c'est à peu près 1h30, donc 90 minutes. Et on enchaîne comme ça la nuit, 4 à 6 cycles.
Le sommeil lent, c'est plutôt la phase où on va récupérer physiquement. La phase de sommeil paradoxal, c'est plutôt la fatigue nerveuse psychique. Et comme je vous le disais, cette phase de latence, c'est des temps de réveil très brefs dont on ne se souvient pas la plupart du temps. Donc le sommeil, comment ça marche? En fait, notre régulation du sommeil, elle va dépendre de deux choses. Déjà, notre horloge interne, c'est notre horloge, elle est fixe en fait, c'est vraiment selon notre rythme. Et ça va être voilà, ce qu'on appelle les petits dormeurs. Il y a des gros dormeurs, il y a des gens qui ont besoin de 5 heures de sommeil par nuit et se sentent bien comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de 10 heures par nuit. Donc, c'est vraiment une question d'horloge interne, j'ai envie de dire qu'on ne choisit pas forcément. Et après, vous avez le besoin de sommeil individuel. C'est sûr que plus vous allez avoir une durée d'éveil prolongée, et plus vous allez avoir besoin de sommeil. Et puis après, il y a des facteurs extérieurs. Des fois, on est gros dormeur, on aimerait dormir 8 heures par nuit, sauf que la vie fait que on n'arrive pas forcément à dormir ces 8 heures par nuit. Ça peut être, alors déjà au niveau du travail, les gens qui alternent les travails jour-nuit. Il y a certaines contraintes sociales, vie de famille, les enfants, il y a les habitudes de vie, il y a aussi des activités, l'activité sportive à 20 heures le soir. Donc, il y a aussi tous ces facteurs externes qui peuvent influencer le sommeil. Du coup, si vous dormez pas bien, il y a quelques conséquences sur ce manque de sommeil. Ça peut donc altérer tout ce qui est mécanisme d'apprentissage, de mémorisation. C'est pour ça que d'ailleurs les pédiatres insistent beaucoup sur le sommeil des enfants, puisque ça peut, en manque de sommeil, ça peut diminuer aussi leur vigilance et leur performance, et notamment à l'école. C'est valable du coup pour les adultes au niveau du travail. Ça peut aussi induire des erreurs de jugement, des fautes graves et puis des accidents. Ça crée aussi, comme je vous le disais, ça régule notre humeur. Donc, si on manque d'un sommeil, souvent, ça peut aussi nous provoquer un peu de stress, on est un peu irritable. Et comme je vous le disais, ça peut influencer sur la glycémie et sur tout ce qui est risque cardiovasculaire, augmenter l'obésité, des problèmes de diabète et aussi d'hypertension. Donc, il faut vraiment faire attention à la dette de sommeil. Globalement, un adulte, ça c'est des chiffres moyens, c'est en moyenne 6 à 8 heures de sommeil par nuit, temps de sommeil qui peut diminuer après avec l'âge. C'est ce que je vous disais. Donc, c'est vraiment une notion individuelle, la bonne durée, parce que souvent, on nous pose la question lors de nos visites. C'est vraiment individuel. C'est comme la quantité de nourriture. C'est vraiment un besoin individuel, sachant que, comme je vous le disais, c'est à peu près 8 heures, mais il y a des petits dormeurs qui vont se contenter de moins et il y a des gros dormeurs qui ont besoin de plus. Le sommeil évolue avec l'âge. Il y a des nouvelles études qui prouvent qu'il y a aussi un facteur génétique sur le sommeil. Et en fait, ce qu'il faut essayer de repérer, il faut un peu s'écouter. Et souvent, la période des vacances, ça permet d'évaluer un petit peu ses besoins. En fait, pour trouver votre durée idéale, c'est vraiment la durée qui vous permet de vous sentir reposé et d'avoir un bon fonctionnement dans la journée. Donc, c'est vrai que les vacances, souvent, ça aide à bien identifier la quantité dont on a besoin. Et puis après, il y a aussi, on reviendra plus tard dans les conseils, mais les couchers réguliers et les levers réguliers à heure régulière, c'est aussi très important. Donc là, on va évoquer plusieurs difficultés liées au sommeil. Je vais laisser la parole à Frédéric. Alors, on estime à peu près qu'un Français sur 5 souffre d'insomnie et elle est sévère dans 9% des cas. Donc, elle se traduit par un mauvais sommeil, c'est-à-dire de mauvaise qualité et de mauvaise quantité, donc avec des difficultés d'endormissement, des réveils multiples ou un réveil trop précoce le matin. Donc, globalement, les vrais insomniaques ont un retentissement de ces insomnies sur la qualité de la journée.
avec fatigue, irritabilité, troubles de l'humeur, c'est ce que disait Cécile, de la mémoire et de la concentration. Il faut savoir qu'il existe des services à la PHP, mais dans les autres hôpitaux, des centres du sommeil, et lors des consultations de centres du sommeil, on demande aux insomniaques d'évaluer une note sur leur nuit, sur la qualité de leur nuit, et une note sur la qualité de leur journée. Et on s'aperçoit que dans la majorité des cas, le fait de passer une mauvaise nuit entraîne le fait de passer une mauvaise journée. Alors, les insomnies, ça peut être aussi temporaire, c'est-à-dire que ça peut être lié à un événement particulier ou à un environnement perturbant, mais aussi chronique, c'est-à-dire que tout au long de l'année, les insomnies sont récurrentes, et donc à ce moment-là, il faut essayer de savoir quelles en sont les causes, qui sont souvent psychologiques. Alors, l'insomnie, est-ce que c'est un symptôme ou une maladie? Elle peut être liée à l'anxiété, le stress et la dépression. Par contre, il y a des insomnies secondaires qui sont liées à votre hygiène de vie, avec des causes environnementales. Donc, cela peut être le bruit, les excitants, café, coca, les écrans, le sport tard le soir, et les dîners un petit peu chargés en graisse et en alcool. Alors, la somnolence, qu'est-ce qu'on ressent quand on a besoin de dormir, c'est ce que on disait tout à l'heure. Donc, il y a les deux causes les plus fréquentes sont donc l'insuffisance de sommeil et le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, l'insuffisance de sommeil, on va avoir des signes qui vont arriver, c'est-à-dire qu'on manque d'attention, on manque de concentration, on est moins vigilant, on a les paupières qui se ferment, des picotements dans les yeux, la tête lourde, des bâillements et fatigue visuelle. C'est exactement ce qui vous arrive le soir quand vous avez besoin de dormir. Et ça, il ne faut surtout pas, le soir, quand vous avez ces signes-là, il ne faut surtout pas vous empêcher d'aller vous coucher, parce que sinon, comme disait Cécile avec le train, vous allez rater le train et vous allez être obligé d'attendre le train suivant. Alors, dans la journée, les risques de somnolence, mais ce sont malheureusement les accidents de la route, mais aussi les accidents du travail, et puis l'absentéisme, parce que la somnolence entraîne une certaine fatigue, et puis donc des arrêts maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, à court terme, bien sûr, dormir impérativement. Donc, pourquoi pas la micro-sieste, qui dure 10 minutes. Cette micro-sieste, il faut vous installer au calme, vous fermez les yeux, vous mettez votre réveil pour vous réveiller 10 minutes plus tard maximum. Et c'est vrai que ces micro-siestes sont réparatrices. Et à long terme, bon, il faut essayer de respecter son sommeil, d'être à l'écoute de son corps, de voir comment on fonctionne. C'est pas parce qu'on partage la vie de quelqu'un qui se couche tard que l'on doit se coucher tard, parce qu'en fait, dans l'ADN, il est écrit si vous êtes du matin ou plutôt du soir. Et bien sûr, consultez votre médecin traitant. Donc, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle d'Epworth qui permet d'analyser votre échelle de somnolence, et donc savoir si effectivement vous rentrez dans cette catégorie. Alors, les syndromes d'apnée du sommeil sont aussi des signes, enfin des faits qui entraînent une mauvaise nuit, une nuit de mauvaise qualité, avec des personnes qui ronflent. Alors, il faut savoir que effectivement le surpoids peut entraîner le syndrome d'apnée du sommeil, mais aussi il y a des malformations de la mâchoire, ce qui fait que si par exemple vous êtes jeune, pas en surpoids, et que vous avez des syndromes du sommeil, des apnées du sommeil, il faut, si vous avez des enfants, consulter un orthodontiste pour voir si effectivement ça n'est pas lié au problème de mâchoire. Donc en fait, comment ça se passe? Quand dans l'image 1, la respiration est normale dans le sommeil, la langue est en bas, et donc il y a un passage de l'air qui est très facile dans la gorge. Par contre, quand on ronfle,
le passage est plus difficile parce avec les vibrations, cela rétrécit donc l'espace donné par l'air. Et l'apnée du sommeil, donc le passage est impossible dans le pharynx, donc il y a des pauses qui entraînent donc une fatigue le matin et une mauvaise oxygénation. Alors il y a un deuxième syndrome qui est pas forcément, on se rend pas forcément compte tout seul, mais quand on vit avec quelqu'un et qu'on partage le même lit, ça peut être très gênant pour l'autre personne. C'est le syndrome des jambes sans repos. Alors déjà, par exemple, vous êtes assis dans un canapé et vous avez tout le temps les jambes qui bougent. Hein, donc ça peut être un signe effectivement d'impatience des membres inférieurs. Souvent, ce mouvement se répète la nuit et donc trouble votre sommeil ainsi que donc celui de la personne avec qui vous vivez et partagez votre lit. Ça peut être donc ça, il faut pas hésiter à en parler à votre médecin traitant parce que ça peut être lié à une carence en fer. Hein, et ça a été mis en évidence. Souvent, c'est des histoires familiales. Alors, le jet lag, c'est le syndrome du décalage horaire. Hein, donc, tout le monde chez les commerciaux qui ont l'habitude de voyager, il y a une difficulté à récupérer. Hein, parce que en fait, notre horloge biologique, comme vous avez expliqué Cécile, hein, on a une horloge biologique qui est liée à notre ADN, donc on ne peut pas changer. Et donc, elle est perturbée quelques jours à quelques semaines, selon les individus, en fonction donc du changement de plusieurs fuseaux horaires. Donc, on l'observe surtout sur les vols longs ou moyens courriers. Donc, il y a certains conseils à faire. Il faut essayer de prendre l'avion en étant reposé. Alors, c'est pas facile quand on passe d'un avion à un autre. Bon, si le Covid est en ce sens, c'est le seul point positif, c'est qu'on voyage moins, donc on a moins de décalage horaire. Mais il faut penser à prendre l'avion en étant reposé, éviter de faire un repas un peu arrosé le soir ou même un peu lourd la veille. Donc, planifier des périodes de repos et penser au bas de contention. Ça n'a rien à voir avec le sommeil, mais par contre, au niveau de l'hygiène, c'est plutôt positif. Conseil pendant le vol, il faut bien sûr manger lentement et léger. Éviter de boire de l'alcool ou du café. Boire abondamment de l'eau et puis essayer de dormir pendant le trajet de façon à arriver reposé à la destination. Donc, pour un séjour supérieur à 4 jours, donc, il est impératif d'adapter son rythme à l'horaire du pays. Donc, il faut vous exposer au rayon du soleil. Hein, dès votre arrivée, le soleil joue un rôle sur la qualité du sommeil. C'est pour ça que les personnes qui sont insomniaques, on leur conseille de ne pas s'exposer aux rayons du soleil après 17 heures de façon à ne pas perturber leur endormissement. Donc, il faut bien sûr manger léger et limiter les excitants. Et on donne des conseils par rapport à la plongée, c'est-à-dire que les personnes qui prennent l'avion à destination lointaine pour aller faire de la plongée, il est déconseillé de faire de la plongée dès son arrivée. Alors, donc, nous, on conseille des siestes. Alors, c'est pas toujours facile de faire les siestes, mais bon, quand on est en télétravail, finalement, c'est peut-être plus facile de faire des siestes que quand on est en open space. Donc, là aussi, les conditions sanitaires peut-être sont favorables à la sieste. Donc, l'idéal, quand on a des insomnies, c'est de faire des siestes flash ou siestes éclair. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bon, entre 5 et 10 minutes, il faut mettre son réveil. Et quand vous avez des signes, effectivement, où vous avez une baisse de concentration et la tête qui a un peu tendance à partir en avant et à devenir lourde, et c'est bien. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous allonger, mais vous pouvez être assis sur votre siège, fermer les yeux et vous concentrer sur quelque chose un paysage que vous aimez et essayer de prendre conscience de votre corps. Si vous êtes fatigué, normalement, vous allez arriver à vous endormir.
tout à fait rassuré parce que vous savez que vous avez le réveil qui va sonner. Donc vous n'avez pas l'angoisse de vous dire ma sieste flash va se transformer en sieste de l'après-midi. Vous verrez que quand vous revenez à vous, vous allez avoir des signes comme les bâillements qui vous ont fait comprendre que vous êtes déconnecté et que vous êtes beaucoup plus reposé. Alors, la sieste énergisante, c'est entre 10 à 20 minutes. Ce n'est pas toujours facile de la faire quand on travaille, mais par contre, vous pouvez effectivement faire cette sieste pendant vos vacances ou le week-end. Ensuite, donc, il y a la micro-sieste dynamisante qui dure 15 à 30 minutes. Alors, celle-ci, elle est efficace pour combattre le sommeil au volant. C'est-à-dire que vous êtes commercial ou bien vous prenez votre voiture pour aller en vacances et vous avez choisi de conduire la nuit ou ça fait un certain temps que vous conduisez, vous allez voir que vous avez les yeux qui commencent à être, qui vous piquent, des petits signes de fatigue. C'est vrai que c'est bien à ce moment-là de vous arrêter sur un parking pas trop isolé quand même, parce que c'est pas la peine non plus de vivre dangereusement, et donc de vous allonger dans votre siège pour pouvoir dormir 15 à 30 minutes. Bon, après, bien sûr, il y a la sieste que l'on peut faire le week-end ou pour les travailleurs de nuit, hein, qui est la sieste de 1h, 1h30. Alors, à ne pas trop utiliser dans le sens où c'est bien pour les travailleurs de nuit, par contre, moins bien pour les gens qui travaillent la journée et qui sont insomniaques, parce qu'en fait, elle va vous décaler dans vos nuits. Et pour avoir des nuits de qualité, il faut essayer d'avoir des horaires fixes, hein, du lever, bien sûr. Et on croit que le week-end, on va pouvoir dormir jusqu'à 10-11 heures. Finalement, quelquefois, c'est plus perturbant que si vous laissez vos horaires fixes. En tout cas, si vous essayez de vous rééduquer dans vos nuits, essayez d'avoir un lever toujours régulier à la même heure, de façon à essayer d'organiser vos nuits de qualité. Donc, nous allons parler maintenant des risques de l'hyperconnexion dans l'entreprise. Donc, je vais laisser la parole à Cécile. Alors, donc on a souhaité évoquer l'hyperconnexion dans l'entreprise parce que avec le télétravail, c'est vrai que c'est des choses qu'on entend en retour. C'est vrai que maintenant, le travail s'invite un peu partout. Et en fait, les écrans, ça permet de prolonger son activité professionnelle là où on se trouve, que ça soit dans les transports, à la maison, durant les loisirs. Et que du coup, les salariés sont vraiment de plus en plus hyper connectés, que ça soit écran ou la boîte mail sur son téléphone portable. Donc, les salariés qui sont hyper connectés et donc qui travaillent trop ont plus de risques, notamment des risques de stress, de surmenage, des troubles du sommeil aussi. Ils sont plus vulnérables face aux maladies cardiovasculaires puisque justement, ils ont un peu plus de facteurs de risque, hein. Ils ont des douleurs physiques comme des maux de tête, des maux de dos et aussi des risques d'AVC plus augmentés. Pour vous donner un ordre d'idée sur le risque AVC, c'est vraiment des études qui sont sorties, c'est que par rapport à un travail de 35 à 40 heures par semaine, le risque d'AVC augmente de 10% si on travaille de 41 à 48 heures par semaine, de 27% entre 49 et 54 heures par semaine et 33% si on est à peu près à 55 heures hebdomadaires de travail. Il y a une loi qui est sortie sur justement le droit à la déconnexion. Donc, c'est rentré en vigueur au 1er janvier 2017 et ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Et ça a été vraiment fait pour respecter justement ces temps de repos, ces temps de congé et cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Voilà, ce qui est englobé dans tout ce qu'on appelle maintenant tout ce qui est qualité de vie au travail. Et donc, cette loi, elle prévoit la possibilité pour les salariés vraiment de se déconnecter en 2 heures, en dehors des heures légales de travail, sans pouvoir se faire sanctionner par leur employeur. C'est-à-dire, si vous n'avez pas répondu à un mail de 22 heures,
on ne peut pas vous le reprocher. Donc, la bonne pratique, c'est aussi de savoir pourquoi je suis hyper connectée. C'est de s'interroger sur mon analyse, mes bonnes pratiques. C'est aussi les horaires et repérer pourquoi je suis en excès sur mes connexions au travail. Et bien sûr, c'est des choses que vous pouvez évoquer lors de vos visites médicales avec le médecin ou l'infirmière. Souvent, on vous pose quand même la question. Donc, les écrans et le sommeil. Donc, pourquoi cette hyperconnexion a vraiment un impact sur le sommeil? Parce qu'on s'est aperçu, donc que ce soit auprès des adultes et aussi beaucoup auprès des enfants, que ça crée un dérèglement de l'horloge biologique. Souvent, on tarde à aller se mettre au lit parce que on est sur les écrans avec cette fameuse lumière bleue qui active en fait 100 fois plus les récepteurs et donc qui sont non visuels de la rétine et donc qui qui favorisent plutôt l'éveil. Donc, ça va être des difficultés à se mettre au lit. Donc, ça peut être télé, ça peut être téléphone portable, ça peut être PC portable. Du coup, souvent, quand on décide de couper et d'aller se coucher, ça augmente le temps d'endormissement. Je vous disais, c'est à peu près normalement une vingtaine de minutes, une phase d'endormissement classique. Et c'est vrai que c'est des personnes qui nous disent oui, c'est vrai, j'arrive pas à m'endormir, donc je prends mon téléphone portable, je vais sur les réseaux sociaux et en fait, c'est pire. Donc, ça augmente les troubles du sommeil puisque on perd des minutes, des heures sur les nuits. Et du coup, le week-end, on a un besoin plus important pour récupérer. Donc, cette fameuse lumière bleue, l'exposition à cette lumière, ça stimule le cerveau. Et non seulement ça joue sur la phase d'endormissement, mais ça va jouer aussi sur la qualité de votre sommeil. Et comme je vous le disais, ça va jouer un rôle au niveau psychique, ça va créer de l'anxiété, ça peut aller jusqu'à des fois la dépression et ça peut entraîner tout ce qui est troubles de concentration ou d'apprentissage. Et puis, sans oublier tout ce qui est tendinite des membres supérieurs, des fourmillements ou la stimulation de l'appétit. Donc, quelques conseils, on vous en a déjà apporté au cours du webinaire, mais ce qu'il faut aussi, c'est supprimer tout ce qui est excitant le soir. Donc, caféine, mais théine aussi. Donc, OK pour les tisanes, même si ça a quand même quelques limites, les tisanes, notamment diurétiques, c'est-à-dire que si vous buvez 1 litre de tisane avant de dormir, souvent, ça crée un réveil nocturne pour aller aux toilettes. Donc, c'est pas forcément l'idéal ou bien la prendre à distance du sommeil. Donc, évitez caféine, théine et notamment les sodas aussi caféinés au dîner. C'est vrai que, on est d'accord, c'est bien pour… il faut faire du sport, mais c'est vrai que l'activité physique après 20 heures, ça peut avoir une incidence sur le sommeil. Parce que pendant votre activité physique, vous déchargez, notamment au niveau hormonal, d'adrénaline. Et ça peut… vous allez avoir une phase de descente qui est un peu plus lente si vous faites une activité sportive jusqu'à 22 heures. Le problème aussi de l'activité sportive tardive, c'est que souvent, on dîne après la séance de sport et donc vous allez dîner à 22 heures. Souvent, c'est un repas copieux parce que votre dernier repas date de ce midi. Donc, en plus, vous allez vous faire un dîner copieux et tout ça, ça peut créer des difficultés au niveau du sommeil. Évitez donc, repas trop copieux et aussi l'alcool au dîner. Éviter tout ce qui est jeux électroniques, le travail, le téléphone portable. On parle à peu près d'1 heure avant l'endormissement. Alors souvent, on a la question de lecture sur tablette. Je lis un livre sur tablette. Il n'y a pas trop d'études. Après, globalement, ça reste un écran et donc je ne suis pas sûre que ça soit quand même très conseillé. Plutôt favoriser des activités relaxantes le soir. Donc, la lecture, mais sur un livre à l'ancienne. La tisane peut aider, relaxation et les bains tièdes. Il faut se créer un environnement calme et apaisant. C'est vrai que ça peut aller avec préparer sa chambre, donc un environnement de silence, obscurité, la température pas au-delà de 20 degrés dans une chambre. Donc, c'est vrai que ça peut des fois
pour les frileux, être un peu frais, mais ça joue beaucoup sur l'endormissement. Et ça, c'est aussi valable pour les travailleurs de nuit, c'est-à-dire que quand ils rentrent de leur nuit de travail, c'est vrai que c'est ce qu'on leur conseille, de vraiment se mettre dans un environnement propice à l'endormissement. C'est-à-dire que vous endormir avec vos vêtements de travail sur le canapé, avec le soleil qui tape sur la tête, c'est pas facilitant, c'est pas reposant. Donc, il faut vraiment créer un environnement obscur, mettre une tenue, enfin pyjama, vraiment mettre une tenue et aller dans son lit, parce que votre cerveau comprend que là, c'est la phase où il faut se reposer et dormir. Il faut vraiment écouter ces signaux de sommeil, comme les bâillements, les pipis, comme le disait Frédéric. Il faut vraiment être vigilant parce que souvent on loupe en fait ces signes-là. Et en fait, voilà, on va finir par s'endormir sur le canapé parce qu'on n'a pas été à l'écoute de ces signes-là pour faire la démarche d'aller dormir. Et il faut vraiment trouver son bon rythme et respecter aussi ce rythme-là. C'est vrai que le secret d'un bon sommeil, c'est vraiment d'avoir des heures de coucher à peu près régulières, hein, on n'est pas à une demi-heure près, et de se lever régulièrement. Souvent, sur une population jeune, bon là, encore une fois, le Covid limite les sorties, mais on a des fois en visite des jeunes qui nous disent « Ah, bah, je suis sortie jusqu'à 3 heures du matin hier, mais ce soir, je me couche à 20 heures. » Et en fait, ça marche pas du tout, c'est pas du tout réparateur parce que justement, vous cassez vraiment votre rythme de sommeil. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir des heures de coucher régulières et de lever régulières. Alors, Frédéric voulait rajouter quelque chose. Oui, parce que je vais essayer de répondre aux questions. Alors déjà, pour conclure, vous aurez compris que le sommeil est très important, hein, c'est la qualité et la quantité, qu'il faut apprendre à bien se connaître par rapport à son sommeil. Donc, en fait, pour apprendre à se connaître, vous pouvez profiter des vacances pour voir si vous êtes plutôt du matin ou du soir, si vous ne le savez pas encore. Ça, c'est très important parce qu'en fait, si on est du soir et c'est-à-dire que si on doit, notre ADN nous dit de se coucher tôt, et si on retarde le sommeil, forcément, il y aura une répercussion sur la nuit. Alors, il y a un médecin qui s'appelle Pierre Philippe qui a écrit un livre qui s'appelle Antifatigue. Et en fait, il dit que le sommeil, c'est le meilleur médicament antifatigue. Et il a raison. Nous, on conseille toujours l'activité physique. Elle est bonne c'est le meilleur médicament contre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Mais aussi, la qualité du sommeil est donc le meilleur médicament antifatigue. Alors, si vous avez quelques questions, vous pouvez nous écrire. En ce qui concerne la déconnexion dans les entreprises, il y a une charte dans les entreprises en principe qui est écrite avec qui explique comment fonctionne l'entreprise, avec ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. On peut tout à fait écrire dans cette charte le droit à la déconnexion de façon à ce que les salariés se déconnectent et soient responsables eux-mêmes par rapport à la déconnexion. Alors, le chou de cerise. Alors, j'étais en train d'écrire. Alors, moi, personnellement, je ne connais pas cette vertu. Après, c'est vrai que beaucoup dans les tisanes, vous avez souvent des queues de cerise. Alors, est-ce que ça favorise l'endormissement? Mais enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas cette notion-là. Si toi, les queues de cerise, normalement, souvent, c'est fait pour l'inflammation au niveau urinaire. C'est ça. Alors, pour avoir des conseils aussi, je vais vous les noter dans le chat. Il y a 2 sites que vous pouvez aller consulter. C'est l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Vous pouvez trouver tout un tas d'informations pour tous les âges, bébés à adultes. Donc, des conseils et aussi des échelles d'évaluation.
Et vous avez aussi le réseau Morphée. Donc, si vraiment vous avez des difficultés au niveau du sommeil, il y a des consultations qui existent et donc vous pouvez également consulter. Alors, en ce qui concerne la mélatonine, il vaut mieux demander à votre médecin traitant si vous pouvez en prendre. Chez certaines personnes, ça marche, chez d'autres, ça marche pas du tout, mais c'est pas sans conséquence. Donc, il vaut mieux demander à votre médecin traitant. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de plantes qui peut aider à l'endormissement. Après, tout le monde n'est pas sensible à… Après, il faut vraiment apprendre à se connaître, respecter sa chambre qui doit être un lieu pour l'intimité et le sommeil. Donc, c'est vrai qu'éviter de regarder la télévision dans une chambre, éviter même de lire, il vaut mieux lire dans son salon. Parce qu'en fait, quelquefois, le fait d'être allongé et de lire suscite un endormissement. Et après, en fait, ça risque de vous causer des réveils nocturnes. Voilà, là, il faut essayer de dormir loin de son téléphone portable. Hein, c'est dans les recommandations par rapport au téléphone portable. Parce que, en fait, il n'y a pas assez d'études sur les répercussions des ondes magnétiques, mais par contre, le fait d'avoir un téléphone portable à sa portée peut susciter dans le cerveau un éveil, et donc vous pouvez avoir un sommeil de moins bonne qualité. Voilà, essayez donc de dormir au calme. Alors, c'est pas toujours possible quand on habite dans une ville, parce qu'il y a du bruit, mais et puis dans une pièce pas trop chaude. Voilà, c'était tout ce qu'on avait dit. Mais franchement, il n'y a pas, si vous voulez, à part les conseils qu'on vous a donnés en disant attention, s'il y a des personnes qui disent non, mais le café, ça ne m'empêche pas de dormir. Puis quand vous leur posez la question combien vous prenez de café et à quelle heure votre dernier café, finalement, ils prennent un café vers 16h, 17h. Effectivement, si le café peut les empêcher de dormir. Donc, il faut vraiment essayer d'enlever nos recommandations, c'est-à-dire repas un peu lourds, l'alcool. L'alcool, en fait, on a l'impression que ça fait dormir parce qu'en fait, l'alcool, ça casse. Et mais c'est un excitant, donc ça va vous casser sur le coup. Vous allez aller vous coucher, vous endormir comme une matte. Et puis, en fait, comme c'est un excitant, ça va vous réveiller la nuit. Et là, vous allez avoir donc des réveils nocturnes avec une certaine difficulté à vous rendormir. Et ça, vous allez perdre en qualité de sommeil. Voilà. Voilà, donc en gros, ce qu'on avait à vous dire, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? Normalement, ce webinaire, vous allez pouvoir le retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, bon, on reste à votre disposition si vous avez des questions et on peut vous répondre par mail. Et puis, comme disait Frédéric, donc il y a tout un groupe de travail sur tout ce qui est hygiène de vie. Donc, si après, c'est des thèmes que vous voulez traiter au sein de votre entreprise de manière individuelle, vous n'hésitez pas à revenir vers nous ou à solliciter votre équipe locale de santé au travail pour qu'on puisse organiser ensemble des thèmes de prévention au sein de vos entreprises. Eh bien, merci à vous en tout cas d'avoir été nombreux et puis on espère qu'on a pu répondre à certaines de vos interrogations.